Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal des Sports où il sera question de rugby notamment puisque nous raconterons l'initiative d'un rugbyman au Hautbois qui entreprend d'organiser un haka géant lors du match de la France face aux All Blacks en Coupe du Monde de rugby. Il sera aussi question de course à pied. Samedi prochain est organisé le marathon du patrimoine dans les rues du centre-ville de Troyes. Nous en reparlerons au cours de cette émission en compagnie de notre invité, le président de l'Office de tourisme, Nicolas Villiers. Mais avant tout cela, regardons le programme qui nous attend ce soir. Un retour sur la 6e journée du championnat de France de Ligue 2 avec un match à domicile pour l'Estac face à Bastia, l'une des équipes en forme de ce championnat. Nous évoquerons aussi le handball avec le premier tour de Coupe de France pour les équipes auboises, notamment celle de Sainte-Savine, La Chapelle-Saint-Luc, qui recevait une formation de National 2 gagnée. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par un derby avec le championnat de France de National 3 de badminton qui opposait le PL3 à l'équipe de Bar-sur-Aube de retour dans l'élite. Mais avant cela, revenons sur le match de vendredi soir avec la 6e journée du championnat de France de Ligue 2. L'Estac recevait Bastia dans son stade de l'Aube, une équipe corse très bien placée au classement et qui depuis le début de la saison s'échine à faire tomber les grosses équipes. Résumé de la rencontre. Grax, Sidibé et Thiago suspendus, l'équipe était donc renouvelée avec les titularisations de Pecci et les recrues Caceres en attaque et Rincon en défense centrale. Un choix payant puisque c'est Caceres qui met le feu à la défense corse dès la 6e minute, l'attaquant prêté par Dijon bute sur Novaes. L'Aubois n'échouera pas 2 fois de suite. Une minute plus tard, sur sa seconde occasion, Caceres ouvre la marque pour l'Estac et son compteur but par la même occasion. Il est d'ailleurs bien proche d'ajouter une deuxième réalisation, mais l'ancien buteur de l'Uznac pêche dans la finition. Ce qui fait dire à Jean-Marc Furlan à la mi-temps que son club n'est pas à l'abri. À la mi-temps, il n'était pas très content de nous offensivement parce qu'on voyait qu'on avait pas mal d'opportunités. Et qu'en jouant plus, on aurait pu leur faire plus mal. Et il a raison, l'entraîneur troyen, car les Bastiais attaquent la seconde période tambour battant. À la suite d'un merveilleux enchaînement, Cazerie voit sa frappe écartée par Blondet. Même sort quelques instants plus tard pour cette reprise de volée de Suarez bien claquée par le portier Aubois. Excellent vendredi soir. Sans être fabuleux mais en revanche assez solide, les partenaires de Mounir Obadi garderont la main mise sur le score qui aurait pu évoluer en faveur des Troyens en toute fin de match. Mais cette courte victoire suffisait amplement à Jean-Marc Furlan. On a la réussite qu'on n'avait pas l'an passé de marquer de bonheur. C'est vrai qu'on a un style différent. Mais voilà, les joueurs, c'est vrai que ce soir, s'il y a un nul, il n'y a aussi rien à dire parce que sur le plan de la physionomie du match, mais je me rappelle l'an passé, le nombre de matchs ici qu'on aurait dû gagner haut la main par rapport à nos productions et puis qu'on a laissé partir parce qu'on avait d'autres qualités différentes, mais pas ces qualités de combativité aussi et de défensive que les garçons ont. Et voilà, ça leur permettra certainement, j'espère que ça permettra à ce groupe de grandir. Avec cette rencontre, l'Estac a prouvé qu'elle avait les moyens de garder un résultat, une prestation qui a enchanté un public très présent derrière ses joueurs à cette occasion. Le point sur le championnat de France de Ligue 2 avec les autres résultats, avec notamment le match nul de Sedan à Istres, la victoire de Reims face à Guingamp 2-1, la victoire de Clermont face à Châteauroux 2-1 aussi, ce qui donne au classement toujours Reims en tête, l'étonnant Reims avec 5 victoires sur 6, suivi par Clermont 13 points, l'Estac est en assez bonne position, 6e, 9 avec 9 points, Lens, Istres et Amiens sont pour l'instant relégables en ce début de saison. En CFA2, l'Estac B enchaîne avec une deuxième victoire face à Créteil, 3-2. Le leader, c'est Roy, avec une victoire face à Arras, 2-0. Cézanne perdu face à Fleury-Mérogis, 3-0. Et Wascal s'est imposé à Saint-Dizier, 2-0. Au classement, c'est toujours Roy, le leader, avec 2 points d'avance sur Fleury-Mérogis et 3 sur Croix. L'Estac B est 5e avec 11 points. On parle d'une idée un petit peu originale, complètement originale maintenant, pour évoquer le marathon du patrimoine qui va s'ouvrir samedi à 8h30. Avec nous pour en parler, Nicolas Villiers, le directeur de l'Office de tourisme de Troyes. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Original, c'est vraiment ce qu'on peut dire quand on parle du marathon du patrimoine, parce qu'à votre connaissance et à la mienne, ça n'existait pas. Non, il existait donc des visites guidées de villes, puisque la première qui a été créée
fut par une femme à Rome, voilà quelques années. L'idée a été reprise donc à Lyon et à Paris, puis à Troyes. Donc devant l'engouement donc l'année dernière et les multiples side jogging que nous avions réalisés sous un petit format, donc c'est-à-dire des visites de ville d'1 heure, on s'est aperçu qu'il y avait véritablement un engouement, un créneau, et ça nous amusait aussi de lancer une idée farfelue pour la fin de saison, d'où l'idée, puisque nous avons dans l'équipe quelques sportifs, quelques bons coureurs, de pouvoir organiser, de se lâcher pour faire un grand side jogging, c'est-à-dire un marathon du patrimoine. Alors, pour expliquer, c'est une sorte de marathon ludique, un vrai marathon, 42 km 195, donc pour découvrir les richesses historiques du centre-ville de Troyes et ses alentours, les chemins blancs aussi, je crois. Voilà, de l'agglomération. Donc nous courons donc d'un point A à un point B. Nous prenons le temps de visiter pendant 15 minutes. C'est bien parce que vous dites nous courons, ça veut dire que vous allez courir aussi? Alors je suis sur le vélo puisqu'il faut beaucoup aussi, il y a un encadrement de bénévoles qui est assez important puisque on ne ferme pas donc la circulation. Donc il nous faut aussi respecter les codes de la route. Donc il y a tout un dispositif qui est mis en place pour justement permettre aux coureurs d'être dans les meilleures conditions. On essaiera aussi d'avoir un événement convivial, c'est-à-dire qu'on prend les gens à 8h30 le matin, on les ramène à 18h. Où ça? Donc place de l'hôtel de ville. D'accord. Nous les ramenons 18h, place de l'hôtel de ville. Il y avait la possibilité aussi de faire la première boucle du matin donc, de 21 km, ou la deuxième, ou les deux. Donc 80% des coureurs ont choisi de faire vraiment la globalité du parcours, ou alors aussi un parcours vélo. D'accord. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire? Alors malheureusement, il reste une place, je crois, pour un semi-marathon de l'après-midi, suite à un désistement cet après-midi. Mais c'est vrai que tout est complet déjà depuis plusieurs semaines. D'accord. Donc pour faire le vélo, pour le marathon et pour le semi-marathon, c'est quasi plein, quoi. C'est une place. C'est extraordinaire parce que honnêtement, je ne sais pas si vous pensiez justement à cet engouement. Alors, on avait beaucoup de monde sur les side jogging du samedi matin, c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans l'aventure. Mais c'est vrai qu'au départ, on s'est dit 100 coureurs pour un marathon comme ça la première année, c'est quelque chose qui est assez ambitieux. On avait aussi discuté avec notre grand frère, le Marathon des Sables, et Patrick Bauer notamment, qui nous avait expliqué qu'il y avait simplement 25 coureurs sur la première édition. Donc on n'imaginait pas qu'il y ait... Mais bon, c'est un peu à la mode, on est après les championnats du monde aussi. L'athlétisme a une visibilité au niveau... Après les médailles de la France aux championnats d'Europe. Donc on arrive peut-être au bon moment, mais enfin, il faut bien répéter qu'on n'est pas sur une course, nous sommes vraiment sur une balade guidée, c'est ludique. Le midi, on a une pasta party tous ensemble, place de l'hôtel de ville, donc pour essayer aussi d'apporter... Ça permet de rassembler encore. Voilà, on a un format de visite, si vous voulez, où les gens se parlent, communiquent, échangent, se donnent rendez-vous pour même recourir la semaine, qui est complètement différent de ce que l'on connaît sur les visites guidées classiques. On souhaite bonne chance à vos guides qui sont tous entraînés pour faire ces 42 km. Alors là, bon, c'est pas comme les side jogging. Donc nous avons un guide qui effectuera, deux guides qui effectueront donc les 42 km, mais on a souhaité quand même les préserver. Et les guides qui effectueront les commentaires des sites seront véhiculés en voiture. Voilà. Bon, on vous pardonne parce qu'on sait que c'est exceptionnel. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu en parler. On rappelle, le Marathon du patrimoine, c'est samedi et c'est exceptionnel. C'est une première dans l'eau. Merci beaucoup Nicolas d'être venu sur ce plateau pour en parler. On tourne une page handball à présent pour évoquer le premier tour de Coupe de France qui ouvre traditionnellement la saison. Le HBCSC recevait l'équipe francilienne de Lagny, une formation évoluante en National 2, rodée aux joutes musclées de l'élite. Une façon pour les hommes d'Olivier Dufour de préparer l'échéance du championnat dès la semaine prochaine. Bonne entrée en matière pour les Savino-Chapelain, nullement impressionnés par cette équipe francilienne. Pour preuve, les Aubois mènent grand train dans cette première période. Au bout de 18 minutes de jeu, les jaunes et bleus prennent un écart de 5 buts, bien aidés, il est vrai, par le bon pourcentage d'arrêt du Croate Goran Delic dans ses cages. Les hommes d'Olivier Dufour ont un petit coup de pompe légitime, toutefois dans les 7 dernières minutes, après avoir compté jusqu'à 7 buts d'avance, ils encaissent un 5-1 qui voit revenir Lagny à -3 à la sonnerie. Physiquement, on a lâché un tout petit peu, parce qu'en plus on a douté. Bon, on a eu quelques infériorités numériques. Et physiquement, on a commencé un tout petit peu à douter. Heureusement, les partenaires de Fred Perron reviennent animés de bonnes intentions. Les enclenchements se font à merveille. Le HBCSC contrôle les attaques de Lagny, mais l'écart
ne se creusent pas et il n'y a jamais plus de 4 buts d'écart entre les deux formations. Et malgré plusieurs infériorités numériques à négocier, les Aubois ne craqueront pas malgré une fin de match un peu plus délicate, 26-24. On s'est dit allez, on reprend un bon coup, quitte après les dernières minutes à plus poser et mener le jeu tranquille, même presque à la limite du refus de jeu, on l'a bien fait. Donc je pense que c'est pas mal, tout le monde s'est arraché, ça a tourné. Bon groupe, impeccable. Qualification donc pour le HBCSC, mais la vraie priorité pour les joueurs d'Olivier Dufour, c'est la semaine prochaine avec le début du championnat. Autre équipe engagée en Coupe de France, l'ETAC, elle, a eu beaucoup moins de chance en tirant aussi une équipe de la banlieue parisienne, mais plus solide que l'ANI. Livry-Gargan, emmené par son arrière lituanien surpuissant, a littéralement pulvérisé une équipe troyenne encore en rodage. Les Franciliens se sont imposés très largement 32-16. Il faut dire aussi que les Troyens se présentaient avec pas moins de 4 titulaires blessés pour cette rencontre. Pas de problème en revanche pour les masculins de Sainte-Maure, vainqueurs de Sens 28-19 et des féminines de Sainte-Maure 3, 25-21 face à Gagny, une victoire, ainsi que de Romy face à Villiers, 28-22, défaite. Et donc élimination en revanche pour le RSJH en féminine face à Blanc-Ménil. On fait le point maintenant avec le badminton pour vous parler à présent du derby qui ouvrait le championnat de France de National 3. Pour son retour dans l'élite, l'équipe de Bar-sur-Aube se déplaçait à 3 chez le PL pour donc cette première journée. Un match que l'on promettait équilibré tant les Bar-Albins rêvaient d'accrocher leurs voisins troyens. Stupeur dans la composition d'équipe troyenne avec pour le double dame la présence de la présidente Caroline Fajot aux côtés de Mélanie Demussy. Une titularisation inhabituelle pour Caroline Fajot qui n'avait jamais joué en N3 de sa vie. Mis à part le premier set perdu contre Sandra Fréclin et Clara Millet, bien mieux classées, les deux Troyennes vont montrer beaucoup de courage et d'abnégation malgré leur déficit technique évident. Grâce à leur cœur, la paire Fajot-Demussy remporte les deux derniers sets 21-16 et 21-15. La motivation sur le terrain, finalement, je crois qu'elle s'appelle Mélanie derrière moi qui crie plus fort que moi et qui a vraiment une rage de vaincre. Donc à partir de là, c'est vrai qu'elle m'a motivée et elle m'a emmenée finalement avec elle dans cette envie de vaincre. Tout ceci conjugué à la victoire du double homme, Sanad Marcambeau en 2 petits sets expédiés. Le PLT mène 2-0 dans cette rencontre et bientôt 4-0 pour les Troyens face à une équipe de Bar-sur-Aube qui avait visiblement fait l'impasse sur les simples dames puisque Séverine Groult efface Pauline Brahems sans difficulté 21-5 et 21-10 et pas plus de difficulté pour sa sœur Laetitia Groult, vainqueur de Fanny Lambert, l'ancienne Troyenne en 2 manches. Le PLT a fait le break. 4-0 pour l'instant, on attend la suite, ça joue derrière les simples hommes, il restera les mixtes après donc ça peut finir en match nul, ça peut finir en victoire, ça peut plus faire la défaite, c'est déjà un bon signe, donc on attend. Seulement voilà, Bar-sur-Aube a encore un atout dans sa manche, les 2 simples hommes avec des classements supérieurs pour les Bar-Albins. Il faut toutefois que Sylvain et Cédric Fréclin s'emploient car Julien Garez et Olivier Merjenovic opposent une belle résistance mais cèdent dans le 3e set. 4-2. Bar-sur-Aube revient dans la course. Tout se joue alors sur les 2 derniers doubles mixtes. Le premier sera le bon. Marcambeau et Laetitia Groult maîtrisent sans trop de soucis Sandra et Cédric Fréclin. Les Troyens s'imposent en 2 sets, 21-18 et 21-17. Le PL ne peut plus être rejoint et s'impose donc pour la première fois cette saison. C'était difficile, on aurait pu finir sur un match nul parce que les 2 mix là, qui se jouent en dernier, en fait c'est des paires qu'on n'a jamais jouées et je pense que c'est des paires qui se valent à chaque fois. Nous le match on ne pouvait pas savoir si on allait gagner ou pas. Donc je pense qu'on a bien géré notre match, la pression aussi. Déception pour Bar-sur-Aube, passé tout près de réaliser l'exploit pour le retour de l'équipe Bar-Albine à ce niveau. Nous on est promus donc on n'a rien à perdre, on est juste là pour jouer, prendre plaisir. Du moment que les gens prennent plaisir, on est promus. Le maintien en plus c'est pas contre 3 qu'on devra jouer, on sait à peu près le maintien contre qui ça se jouera dans la poule. Ce sera ces matchs-là, il faudra serrer. Depuis leur début en championnat de France, le PLT n'avait jamais gagné pour son entrée dans la compétition. L'erreur a enfin été réparée. Voilà, 6-2 pour donc le PL3 pour cette première journée. Et enfin,
Un week-end conclu par la traditionnelle fête du sport mis en place par le service municipal des sports de la ville de Troyes ainsi que par l'OMS. Tout autour du complexe Henri Terré, et malgré la pluie, il était possible de pratiquer plus de 80 activités différentes, allant de la pratique de l'ergomètre, de l'initiation à la spéléologie ou bien de tir à l'arc ou de billard. En cette période de rentrée, les clubs et autres associations avaient évidemment pour but d'attirer bon nombre de nouveaux licenciés. Cela valait aussi pour les loisirs. Voilà, il est temps de parler rugby avec nos deux compères donc, du rugby Champagne-Saint-André-les-Vergers. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est une idée un petit peu originale que vous avez eue, celle d'organiser un haka sur la place de l'Hôtel de Ville de Troyes lors de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande qui se déroulera le 24 septembre prochain dans la matinée. J'ai pas l'horaire précis en tête. 10h30 le match, je pense, si mes souvenirs sont bons. Alors on appelle ça un flash mob. Pourquoi cette idée? On avait envie simplement de faire parler du rugby pendant cette période de Coupe du Monde, du rugby dans l'Aube, notamment de rugby de Saint-André. Et donc effectivement, on a trouvé cette idée originale de vouloir essayer de faire danser le haka au hautbois sur la place de l'Hôtel de Ville juste avant le match France-Nouvelle-Zélande et encourager un petit peu l'équipe de France, quoi. Voilà. Alors pour donner un petit aperçu, je vous propose de regarder un petit peu à quoi ressemble un haka. Regardez ces images. Voilà, c'est parlant, ça colle des frissons comme on dit. Hein. C'est exactement celui-ci qu'on va effectuer. On va tenter d'effectuer celui-ci. D'accord. On répète pour ça en tout cas. Donc voilà, donc on invite tous ceux qui ont envie de s'amuser avec nous. Donc vous avez besoin de participants encore? Ah oui, effectivement, on accepte tout le monde. On a envie que beaucoup de monde se mette à la page du rugby, se mette au jour du rugby. Et je pense que ce jour-là, France-Nouvelle-Zélande passe le matin. Je pense que c'est un bon moyen de fêter ça avec nous. Et donc voilà, on invite tout le monde à venir nous rejoindre pour les Comment répétitions. C'est possible? Alors on fait des répétitions vendredi prochain, 21h30 à la suite de l'entraînement de rugby des seniors. Et puis samedi matin à 11h30, toujours au stade de Saint-André. Voilà, au complexe Bianchi pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Et puis sinon, on a des pages Facebook où le flash mob est mis en valeur. Et puis il y a tous les liens pour pouvoir répéter avec nous. Et voilà, donc même si vous ne répétez pas avec nous lors de ces deux répétitions, vous pouvez quand même chez vous participer, apprendre et puis venir nous rejoindre. On a la participation avec nous d'Alan Couedelo, je n'ai pas trop écorché, c'est bon. Couedelo, c'est ça. Qui est l'entraîneur des avants du 15 de Saint-André. Ouais, à l'occasion de cette Coupe du Monde, est-ce que Saint-André ne va pas saisir la balle au bon, c'est le cas de le dire, pour, je ne sais pas, organiser une petite fête pour un match du 15 de France? Vous avez l'habitude lors du tournoi des Nations de faire des matchs sur écran géant? Oui, des choses comme ça, ouais, mais non, là on n'a pas prévu. Par contre, si les gens veulent se déplacer samedi après-midi, on a un match à Celles-sur-Ours. Bon, ça fait un petit peu de route, mais bon. C'est un match amical? Un match amical, ouais. Vu qu'on a pas mal de licenciés cette année, on va organiser un match entre Saint-André A et puis Saint-André B, et puis voilà. Pourquoi Celles-sur-Ours en particulier? Il n'y a pas de terrain de rugby là-bas. Parce qu'en fait, tous les ans, on a une petite tradition, c'est se réunir tous ensemble, faire un petit stage de début de saison, connaître un petit peu les nouveaux, que les nouveaux connaissent les anciens. Et puis voilà, s'amuser, puis après faire une petite dégustation de champagne, et puis manger ensemble, et puis voilà. Et si la France va en finale, est-ce que ça vous donne... vous avez l'air pessimiste déjà. Excusez-moi. Donc si la France va en finale, je répète, est-ce que vous avez l'idée de faire un petit quelque chose avec le 15 de Saint-André, organiser une grande fête rugby? On va peut-être voir ça avec les dirigeants un peu au-dessus de nous alors. Ouais. Parce que par contre, ça risque d'être un petit peu court au niveau des délais. D'accord. Donc voilà. Mais apparemment, vous n'avez pas l'air de penser que la France ira en finale. Ça risque d'être compliqué. Pour vous, c'est la finale, c'est Nouvelle-Zélande, Australie?
Oui, il y a de grandes chances, ouais. Bah, pour Vous avez vu, j'ai révisé quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais enfin, je sais pas trop en fait, parce que quand on voit que l'Italie qui arrive à tenir tête aux Australiens, on voit que les Tongiens arrivent à tenir la dragée haute aussi aux Néo-Zélandais. Enfin, je sais pas. C'est que c'est possible. Peut-être que ça va être la première Coupe du Monde vraiment ouverte, pourquoi pas. Rêvons. Ça changera un petit peu. On pourrait y aller alors. Pour continuer à parler de rugby, donc la reprise du championnat, c'est pour quand? Début octobre. Aide-moi. Le 10, je crois. Le 10 octobre 16, je ne sais plus. 10 octobre. Ce serait bien de réviser un petit peu. 10 octobre. On est prêt là. On est déjà Avec prêt. peut-être des derbies face à Romilly aussi? Oui, on en a 2. Ouais. Oui. Aller-retour, ouais. Ça va être bien. Ça va être sympa. Des derbies toujours très animés, hein, comme on les aime. Un derby. Dans les classiques. D'accord. Merci en tout cas d'être venu. On rappelle donc pour participer au Flash Mob, les entraînements, donc si j'ai bien révisé, c'est à partir de vendredi et samedi matin. Exactement, vendredi soir 21h30, samedi matin 11h30. Au complexe Bianchi pour faire partie de cet événement qu'on espère... Voilà, de répéter avec nous. Combien déjà de... Pour l'instant, on a environ une cinquantaine déjà à répéter. Et donc, voilà, tout le monde est bienvenu. Voilà, pour participer à cette synchro donc, qu'on espère Exactement. Très réussie, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos amis néo-zélandais. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler de cet événement qui aura lieu, je vous le rappelle, le 24 septembre. 9h30, place de l'Hôtel de Ville à 3. D'accord, on sera là. Et ben voilà, la télé sera là, pas de souci. Merci bien. Elle jouait ce week-end à Blanc-Ménil pour le compte de la Coupe de France, mais le vrai rendez-vous, c'est la semaine prochaine pour le coup d'envoi du championnat de France de National 3 pour les filles du Rosières Saint-Julien handball. Les joueuses de Cathy Mayayo se savent très attendues au tournant, car la saison dernière, elles avaient réalisé un parcours plutôt étonnant. À moins d'une semaine du premier match, elles assument leur nouveau statut. Tout le monde a encore en mémoire le formidable parcours réalisé par les filles du Rosières Saint-Julien handball la saison dernière. En passe de monter en National 2 avec un effectif construit sur des joueuses formées au club, le RSJH s'était finalement écroulé lors des derniers matchs de championnat. Aujourd'hui, les Senséo Caillotines repartent avec le même groupe, la même envie et surtout le même objectif. On ne peut pas terminer au-delà de la 3e place puisqu'on est en 4e à égalité de points avec le 3e, en ayant eu la saison qu'on a eue. Si véritablement on n'était pas dans les 3 premiers, ce serait vraiment une désillusion et puis pas une catastrophe mais une désillusion. Une seule recrue venue de l'extérieur pour le reste. On continue de faire confiance aux jeunes formés au club comme Megan Hill qui après 3 ans de patience fait enfin son entrée dans le groupe de National 3. Excitant mais aussi stressant. Parce que ça fait beau 3 ans que je m'entraîne avec la N3, j'ai toujours peur de faire des erreurs. Elles ne sont pas là seulement en tant que coéquipières, mais aussi comme amies. Donc ça m'aide beaucoup. Il faudra toutefois se méfier car, comme la saison dernière, les Auboises évolueront dans une poule à forte coloration alsacienne, ce qui signifie un impact physique certain. On retrouve des équipes qu'on connaît, comme Altkirch, donc ça devrait aller. Enfin, c'est pas facile, mais je pense que comme on connaît leurs faiblesses, on a Renheim cette année, donc on ne peut pas se faire croquer chez elles, essayer de se battre un peu plus. On a Youths qui vont nous attendre au tournant parce qu'en dernier match, elles nous ont bien piégés chez elles. Voilà, après on a des nouvelles équipes, on a Colmar aussi je crois. On va avoir des nouvelles équipes en région parisienne, elles qui redescendent de N2. Donc c'est une poule qu'on connaît, mais il y a quand même des nouveaux arrivants, donc tout n'est pas gagné, quoi. Avant de démarrer le championnat la semaine prochaine, les filles de Cathy Mayayo auront de quoi s'étalonner samedi avec la Coupe de France et un déplacement à Blanc-Ménil. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt.